Maman m'humilie, tu n'as rien à faire à cette table. Je réponds, alors arrête de vivre à mes crochets. Leur silence était assourdissant. Ma mère m'a humiliée devant toute la famille en me disant que je n'avais rien à faire à cette table. Mais quand je lui ai répondu de cesser de vivre à mes crochets, son silence a été assourdissant. Ce simple échange, ces quelques mots chargés de 5 années de ressentiment, ont mis fin à des décennies de mépris, de sacrifices silencieux et d'une douleur sourde qui me rongeait de l'intérieur. Vous vous demandez sans doute comment on en est arrivé là? Comment une fille, une sœur, une aide-soignante de 28 ans, que l'on a toujours qualifiée de « discrète » et sans histoire, a pu orchestrer une telle scène, exposant les secrets financiers les plus honteux de sa propre famille? Laissez-moi vous raconter l'histoire de comment j'ai méticuleusement démantelé leur monde de faux-semblants avec pour seule arme un simple classeur rempli de la vérité. Avant d'entrer dans les détails de cette soirée qui a irrémédiablement changé le cours de ma vie, j'aimerais créer un lien avec vous. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment même. Je lis absolument chacun de vos messages, et savoir que nous partageons ce moment, malgré la distance, compte énormément pour moi. Tout a commencé, ou plutôt, tout a explosé, lors de la fête de départ à la retraite de mon père, Gérard. Nous étions dans la maison de mon enfance, un pavillon coquet dans une petite ville tranquille en périphérie de Lyon, celui-là même dont je payais une partie du crédit chaque mois. L'air était empli de l'odeur réconfortante du poulet rôti aux herbes de Provence, un plat que j'avais personnellement commandé chez le meilleur traiteur de la région, sachant que c'était le plat préféré de mon père. Les rires de mes oncles, tantes et cousins résonnaient dans le salon, se mêlant au son cristallin des verres de champagne qui s'entrechoquaient. De l'extérieur, cela ressemblait à une parfaite carte postale, une réunion de famille chaleureuse et aimante. Mais pour moi, assise au milieu de ce brouhaha, c'était un sentiment familier et glaçant d'être une étrangère chez moi, une simple spectatrice d'une pièce de théâtre dont je finançais les décors. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, et je suis aide-soignante en EHPAD. C'est un travail difficile, souvent ingrat, qui exige une patience infinie et une force tranquille qui ne demande jamais d'applaudissements. C'est tout moi. Je n'ai jamais été celle qui brille, celle qui attire la lumière. Dans ma famille, ce rôle était réservé à mon frère aîné, Antoine. Lui, c'était l'enfant prodige, le golden boy charismatique qui réussissait tout dans le marketing, ou du moins, c'est l'image qu'il projetait. Et ma petite sœur, Léa, était la future mariée resplendissante, la princesse de la famille, dont chaque désir était un ordre. Moi? J'étais juste Chloé. La responsable. La discrète. La fiable. Pendant des années, être fiable signifiait être la contributrice silencieuse, le filet de sécurité invisible. Cela voulait dire enchaîner les gardes de nuit et les week-ends pour envoyer de l'argent à la maison chaque mois, sans jamais faillir, sans jamais un retard. Un peu pour le crédit immobilier par-ci, un peu pour une réparation de voiture imprévue par-là. Je n'ai jamais demandé de remerciements, jamais attendu de reconnaissance. Je pensais simplement que c'était mon devoir, que j'aidais la famille que j'aimais. Ce soir-là, c'était l'apogée de mon rôle invisible. Le traiteur, le champagne millésimé, la magnifique montre gravée que j'avais offerte à mon père, tout, absolument tout, venait de mon compte en banque. J'avais fait le virement à ma mère, Martine, et je l'avais laissé s'attribuer tout le mérite, rayonnante en maîtresse de maison parfaite. Je m'en fichais. Je voulais juste voir mon père heureux pour ce jour si spécial. Mais alors que la soirée avançait, ce sentiment d'invisibilité s'est transformé en une douloureuse sensation d'effacement. Après le dessert, les discours ont commencé. Antoine s'est levé, verre à la main, et a parlé pendant 10 longues minutes de sa nouvelle Peugeot 3008, un symbole ostentatoire de sa réussite. Tout le monde a applaudi à tout rompre. Puis Léa a pris la parole, faisant scintiller sa bague de fiançailles sous la lumière, pour nous décrire en détail le lieu de son mariage de rêve dans un château du Beaujolais. D'autres applaudissements, d'autres acclamations. Ma mère a levé son verre en dernier, les yeux brillants de fierté. Elle a remercié tout le monde, vanté le succès de son fils et la beauté de sa fille. Mon nom n'a jamais été prononcé. C'était comme si je n'étais qu'un fantôme à ma propre table. Une boule de glace s'est formée dans mon estomac, mais je l'ai ravalée. Ne gâche pas la soirée de papa,
me suis-je dit. Alors, j'ai décidé de porter mon propre toast. Juste quelques mots sincères. Je me suis levée, mes mains tremblaient un peu en tenant mon verre. Papa, ai-je commencé, ma voix à peine un murmure. Je voulais juste te dire. Je n'ai pas pu finir. Le regard de ma mère s'est posé sur moi, acéré comme un éclat de verre. Chloé, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'agacement. Ne commence pas avec tes moments dramatiques ce soir. Le mot « dramatique » m'a frappé comme une gifle en plein visage. Moi, qui passais ma vie à éviter le drame, à résoudre les problèmes en silence. Je me suis rassise, le visage brûlant de honte. J'ai murmuré, juste assez fort pour qu'elle entende, je voulais juste lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est là qu'elle m'a regardé, les yeux froids comme la glace, et a prononcé la phrase qui allait tout déclencher, devant toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Honnêtement, Chloé, avec cette attitude, tu ne mérites pas une place à cette table. La pièce est tombée dans un silence assourdissant. Ce n'était pas un silence pour me défendre. C'était un silence d'approbation. Et ce n'était que le début du cauchemar. Cette soirée n'était pas un incident isolé, c'était la cristallisation publique d'un mépris privé qui durait depuis des années. Les mots de ma mère, prononcés avec une telle cruauté désinvolte, ont agi comme une autorisation. C'était comme si elle avait officiellement donné à toute la famille la permission de ne plus faire semblant, de me traiter ouvertement comme si je n'étais rien, une simple ressource à leur disposition. Ma vie, déjà un cycle épuisant, est devenue encore plus lourde. Je passais mes journées à l'EHPAD, à donner de la tendresse et du réconfort à des personnes en fin de vie, à écouter leurs histoires, à tenir leurs mains. Je rentrais chez moi, dans mon petit appartement silencieux, avec le poids de ces vies sur les épaules, et le poids de la mienne en plus. Et chaque mois, sans faute, une partie non négligeable de mon modeste salaire d'aide-soignante était virée sur le compte de mes parents. Je ne le voyais pas comme un fardeau, mais comme un pilier. J'étais le pilier financier qui soutenait leur vie confortable, leur permettant de maintenir une façade de réussite bourgeoise. Mais pour eux, j'étais juste la fille simple et sans histoire, facile à ignorer, encore plus facile à exploiter. Environ un mois après cette fête désastreuse, ma vieille Renault Clio, ma fidèle compagne de route qui me transportait au travail à des heures impossibles, a rendu l'âme. Le diagnostic du garagiste a été sans appel, la boîte de vitesse était fichue. La réparation allait me coûter plus de 1 500 €, une somme colossale que je n'avais absolument pas sous la main, surtout après avoir vidé mes économies pour la fête de mon père. Le cœur serré, j'ai appelé mon père. Je ne l'appelais pas pour lui demander de l'argent, je savais d'avance que la réponse serait non, mais simplement pour avoir un conseil. Peut-être connaissait-il un mécanicien plus abordable, un petit garage du coin, comme il disait, lui qui avait toujours été bon bricoleur. Le son qui m'a répondu n'était pas de la sympathie. C'était un ricanement. Un petit rire sec, plein de dédain, qui m'a tordu l'estomac. Voilà, Chloé, a-t-il dit d'un ton professoral et suffisant, comme s'il s'adressait à une enfant stupide. C'est ce qui arrive quand on ne sait pas gérer son argent. Tu devrais prendre exemple sur ton frère. Lui, il vient de verser l'acompte pour son nouveau SUV. Tu devrais peut-être lui demander des leçons de responsabilité financière. J'étais littéralement sans voix. Le souffle coupé. Des leçons de responsabilité financière ? J'avais envie de hurler dans le téléphone que la seule et unique raison pour laquelle Antoine avait pu verser cet acompte, c'est parce que je couvrais une partie de leurs factures courantes, libérant ainsi leur propre budget. 2 semaines auparavant, je leur avais envoyé 2 000 € via Lydia avec le mémo « Régularisation taxe foncière urgente ». L'avait-il déjà oublié, ou cela n'avait-il simplement aucune importance à ses yeux ? L'hypocrisie était si flagrante, si violente, qu'elle m'a laissée physiquement nauséeuse. J'ai juste réussi à murmurer « D'accord, papa » avant de raccrocher. J'ai dû contracter un petit crédit à la consommation, avec des taux d'intérêt exorbitants, pour réparer la voiture qui me permettait d'aller travailler pour gagner l'argent que je leur donnais. L'ironie était amère. Puis est arrivé l'incident de la robe de mariée, un chef-d'œuvre de manipulation orchestré par ma sœur Léa, avec ma mère comme chef d'orchestre. Léa était en mode « Britzia » complet, persuadée que son mariage était l'événement le plus important de l'histoire de notre famille. Elle a insisté pour que je l'accompagne pour ses essayages dans une boutique ridiculement chère de la presqu'île de Lyon.
Nous y avons passé un samedi entier, un de mes rares jours de repos. J'ai dû la regarder parader dans des robes plus extravagantes les unes que les autres, chacune coûtant l'équivalent de plusieurs de mes salaires. Finalement, elle a trouvé la bonne. Une magnifique robe en dentelle, couverte de petites perles scintillantes. Elle coûtait aussi 4000 €, le double de son budget initial. Debout devant le miroir à 3 pans, les larmes aux yeux, elle a livré une performance digne d'une actrice de la comédie française. Elle est parfaite, sanglotait-elle. C'est la robe de ma vie. Mais je ne peux pas me la permettre. C'était un spectacle magistral de culpabilisation. Ce soir-là, comme une horloge, ma mère a appelé. Sa voix était douce comme du miel empoisonné, mais avec une pointe d'acier que je connaissais trop bien. Tu sais à quel point cette robe est importante pour le bonheur de ta sœur, Chloé, a-t-elle commencé. Ce serait un geste tellement merveilleux de ta part si tu l'aidais un peu. Tu es l'aînée, après tout. C'est un peu ton rôle de veiller sur elle. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre déguisé sous une couche de chantage affectif. J'étais tellement épuisée par les conflits, tellement lasse de me battre, que j'ai cédé. J'ai payé la moitié de sa robe de mariée. Quelques semaines plus tard, alors que nous discutions des plans de table, je lui ai demandé nonchalamment où je serais assise à la cérémonie. Elle m'a répondu, l'air parfaitement détaché, sans même me regarder, qu'ils avaient dû me placer à une table au fond de la salle, près des cuisines, loin des tables d'honneur, pour faire de la place aux parents importants, du côté de son fiancé. J'avais payé pour sa robe de rêve, mais dans ce rêve, non seulement il n'y avait pas de place pour moi à la table principale, mais j'étais reléguée avec les extras. Et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'ils allaient bientôt tenter de transformer ma propre vie en un véritable cauchemar. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le moment précis où des années de tristesse accumulées se sont subitement transformées en une rage froide et tranchante, est arrivé un dimanche matin ensoleillé. C'était au marché Saint-Antoine, sur les quais de Saône, un endroit que j'aime habituellement pour son animation, ses couleurs et ses odeurs de produits frais. Je déambulais entre les étals, essayant de profiter d'un rare moment de calme, quand j'ai entendu mon nom. C'était Madame Dubois, une ancienne voisine de mes parents qui m'avait vu grandir. C'est une femme chaleureuse, toujours souriante, le genre de personne dont la bienveillance vous réchauffe le cœur. Chloé, ma grande. Comme je suis contente de te voir. Ton visage s'illumine. Qu'est-ce que tu deviens de beau, m'a-t-elle demandé avec une réelle affection dans la voix, en me prenant les mains. Son intérêt sincère m'a touchée. J'ai ouvert la bouche, heureuse pour une fois de pouvoir partager une bonne nouvelle, quelque chose qui m'appartenait en propre. J'allais lui parler de la certification en soins palliatifs que je venais d'obtenir. 6 mois d'études intensives le soir après mes gardes, des sacrifices, des nuits blanches, mais une immense fierté personnelle et professionnelle. C'était important pour moi. Mais avant que je ne puisse prononcer un seul mot, ma mère est apparue à mes côtés, sortie de nulle part, un panier en osier déjà bien rempli au bras. Elle a gratifié Madame Dubois d'un grand sourire, avant de poser sur moi un regard condescendant. Elle a laissé échapper un petit rire, un son léger mais chargé de mépris. « Oh, Chloé fait toujours son petit truc d'aide-soignante », a-t-elle dit en agitant la main d'un air dédaigneux, comme si elle chassait une mouche. « C'est mignon. Elle a un grand cœur, notre Chloé. Mais nous sommes si fiers d'Antoine. C'est lui, le vrai battant de la famille. Il vient d'avoir une promotion et il supervise maintenant toute une équipe. Un vrai leader. » Elle m'a tapoté le bras, un geste faussement affectueux qui me traitait comme une enfant de 5 ans venant de lui montrer un collier de nouilles. Puis elle a tourné les talons, entraînant Madame Dubois vers un autre stand pour lui raconter en détail les exploits de son fils, me laissant là, seule au milieu de l'allée, me sentant plus petite et plus insignifiante que jamais. Ma certification, ma carrière, mon dévouement, mon travail acharné auprès des personnes vulnérables, tout cela était réduit à un petit truc mignon. À cet instant précis, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Il s'est durci. La douleur était toujours là, lancinante, mais elle était différente. Elle était froide, solide, tranchante. Elle commençait à ressembler à du carburant. Une énergie nouvelle, sombre mais puissante, a commencé à circuler dans mes veines. Je suis rentrée chez moi ce jour-là et, pour la toute première fois, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Sophie pour me plaindre. Je me suis assise devant mon ordinateur,
et j'ai ouvert ce fameux fichier Excel. Ils me voyaient comme un distributeur automatique de billets sans voix, une entité docile et prévisible. Mais ils avaient oublié une règle très importante concernant l'argent, ils laissent toujours des traces. Les banques gardent des archives. Les sociétés de cartes de crédit envoient des relevés. Et moi, j'avais tout gardé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis près de 5 ans, mes soirées tranquilles n'étaient pas seulement consacrées à récupérer de mes longues gardes. Elles étaient passées devant mon ordinateur portable, sur un tableur méticuleusement organisé. Je n'avais pas créé ce fichier par méfiance ou pour préparer une vengeance. Au début, c'était simplement un outil de gestion financière personnelle. Je me sentais toujours à court d'argent, malgré mes heures supplémentaires, et je voulais simplement comprendre où passait mon salaire. C'était un simple outil de budget, une tentative désespérée de reprendre le contrôle de ma propre vie financière. Chaque ligne était une petite cicatrice. Janvier 2020, 500 €, réparation toiture. Mars 2021, 450 €, assurance voiture Antoine. Juillet 2022, 1000 €, soins dentaires urgents papa. Novembre 2023, 800 €, lave-vaisselle maman. La liste était longue, terriblement longue. Le mépris de ma mère au marché a transformé ce simple document. Ce n'était plus un budget. C'était un dossier d'accusation. Ils pensaient que mon argent apparaissait sur leur compte comme par magie, un don du ciel qu'ils méritaient. Ils ne demandaient jamais d'où il venait, ne se demandaient jamais quel sacrifice il représentait. Ils se contentaient de le dépenser. Mais je ne l'envoyais pas dans le vide. Sans le savoir, je collectais des preuves. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Auriez-vous continué à endurer en espérant que les choses changent, ou auriez-vous commencé à planifier votre riposte? Dites-le moi dans les commentaires. En regardant ces chiffres, ces lignes qui représentaient des sacrifices, des heures de sommeil en moins, des petits plaisirs que je ne m'étais jamais accordés, j'ai compris. Ils ne me respecteraient jamais. Mais ils allaient devoir faire face à la vérité. La vérité brute, chiffrée, indiscutable. Ils ne savaient pas que j'étais en train de préparer ma propre tempête, une tempête qui allait balayer leur monde de confort et de mensonges. La décision était prise, irrévocable. Le chagrin avait cédé la place à une détermination glaciale. Mais je savais que, même armée de ma nouvelle résolution, je ne pouvais pas faire ça seule. J'avais besoin d'un regard extérieur, d'une perspective objective, de quelqu'un qui ne serait pas aveuglé par des années de dynamique familiale toxique et de chantage affectif. J'avais besoin de mon roc, de ma meilleure amie, Sophie. Sophie est secrétaire juridique dans un grand cabinet d'avocats de la Pardieu. C'est la personne la plus pragmatique, la plus directe et la plus loyale que je connaisse. Quand les choses sont difficiles, quand je suis perdue dans le brouillard de mes propres émotions, c'est elle que j'appelle. Nous sommes amies depuis le lycée, et elle a été le témoin silencieux de beaucoup de mes frustrations familiales au fil des ans. Je lui avais souvent parlé de leur manque de reconnaissance, de leur favoritisme pour Antoine et Léa, mais par une sorte de honte mal placée, je ne lui avais jamais révélé l'ampleur du soutien financier que j'apportais. J'avais l'impression que l'admettre à voix haute aurait rendu l'exploitation encore plus réelle. Je l'ai invitée à la maison ce soir-là, sous prétexte de partager une pizza. Quand elle est arrivée, elle a tout de suite vu à mon visage que quelque chose n'allait pas. « Ok, qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» a-t-elle demandé sans préambule, en posant son sac. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je l'ai fait asseoir sur mon canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table basse et je lui ai montré le tableur. Elle ne m'a pas regardé avec pitié, ce que je redoutais le plus. La pitié m'aurait fait sentir encore plus faible. Non, elle m'a regardé avec une lueur de feu dans les yeux. Une lueur de guerrière. Elle a pris l'ordinateur sur ses genoux et a commencé à faire défiler les années de paiement. Son visage, d'habitude si expressif, s'est transformé en un masque de concentration intense. Sa mâchoire se durcissait à chaque nouvelle ligne. Elle a vu les virements mensuels pour la mutuelle de mes parents, les paiements annuels pour l'assurance de la voiture d'Antoine, l'aide substantielle pour les vacances de Léa aux Baléares. Elle a vu les commandes de courses que je faisais livrer directement chez eux, les factures EDF que j'avais réglées en urgence pour éviter une coupure, le remplacement de la chaudière en plein hiver. Le silence dans mon petit salon était pesant, seulement troublé par le cliquetis de ses doigts sur le trackpad. Elle a continué à faire défiler,
remontant le temps, sa colère devenant presque palpable. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, elle a relevé les yeux de l'écran. Sa voix était ferme, sans la moindre trace d'hésitation, comme celle d'un avocat présentant sa plaidoirie finale. « Chloé » a-t-elle dit, et ses mots ont frappé avec la force d'une révélation. Ce n'est pas une contribution. Ce n'est pas de l'aide. C'est du maintien en vie artificielle. Tu finances leur existence à toi toute seule. Entendre quelqu'un d'autre le dire, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, a rendu la chose terriblement, indéniablement réelle. Ce n'était pas juste aider ma famille. C'était un système d'exploitation, un abus de confiance systémique. Elle avait raison. Cette famille toxique te vide de ton énergie et de ton argent, a-t-elle poursuivi, sa voix montant d'un cran. Tu es leur plan de retraite, leur assurance vie, leur banque personnelle. Et en retour, ils te traitent avec un mépris total, ils t'humilient en public. Ce drame familial doit cesser. Maintenant. Les mots de Sophie ont été le catalyseur final, l'étincelle qui a transformé ma colère en un plan d'action. Elle m'a aidé à transformer mon simple tableur en un véritable arsenal juridique. Pendant toute la soirée, nous avons travaillé comme une véritable équipe d'enquête. Nous avons imprimé chaque confirmation de virement bancaire, chaque reçu de paiement en ligne, chaque transaction Lydia avec les mémos qu'ils avaient toujours ignorés comme « pour la facture d'eau » ou « participation vacances ». Sophie, avec son expérience et sa rigueur professionnelle, savait exactement comment organiser les choses pour un impact maximal. Nous avons acheté un grand classeur noir, des intercalaires de couleurs pour chaque année, et des surligneurs. Nous avons méthodiquement classé chaque document, surlignant les transactions les plus accablantes. Chaque page ajoutée au classeur était comme une pierre que j'enlevais de ma poitrine, un poids de moins sur mes épaules. À la fin de la soirée, le classeur était épais, lourd. En le tenant dans mes mains, j'ai senti une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas le poids du ressentiment. C'était le poids de la vérité. Une vérité quantifiable, vérifiable, irréfutable. Ils avaient confondu mon silence avec de la faiblesse, ma gentillesse avec de la stupidité. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la préparation. J'avais maintenant mon arme. Avec l'encouragement et la stratégie de Sophie, j'ai élaboré un plan. Il était temps de mettre en scène le dernier acte de cette tragédie familiale. Et je savais exactement comment le faire pour que le rideau tombe sur eux, et non sur moi. Le plan était audacieux, presque théâtral, mais après des années de drames silencieux, il fallait une conclusion spectaculaire. Je savais que mes mots seuls, mes plaintes, seraient balayés d'un revers de main, qualifiés de « crise d'hystérie » ou de « moment dramatique », comme ma mère aimait tant le dire. J'avais besoin d'une mise en scène, d'un moment de rupture si puissant, si visuel, qu'il serait impossible pour eux de l'ignorer, de le déformer ou de le réécrire à leur avantage. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris mon téléphone pour appeler ma mère. J'ai pris plusieurs profondes inspirations, chassant toute trace de nervosité de ma voix. Je devais paraître calme, presque soumise, comme la Chloé qu'il connaissait et attendait. La moindre faille dans mon jeu d'actrice pourrait tout compromettre. « Allô, maman ? Chloé. Qu'est-ce qu'il y a ? » Sa voix était déjà sur la défensive, froide et distante. Elle s'attendait probablement à une autre demande, un autre problème que je devais résoudre. « Écoute, ai-je dit, en prenant le ton le plus humble et contrit que je pouvais. J'ai beaucoup réfléchi depuis la fête de papa. Et, je pense que j'ai dépassé les bornes. Mon comportement était déplacé. J'aimerais organiser un dîner de réconciliation chez vous dimanche prochain. J'apporterai à manger, ne vous occupez de rien. J'ai une annonce importante à faire. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre analyser mes paroles, chercher le piège. Puis, j'ai entendu ce que j'attendais, un petit rire étouffé, suffisant et triomphant. C'était le son de quelqu'un qui croit avoir gagné. « Oh » a-t-elle dit, sa voix soudainement mielleuse, faussement bienveillante. « Eh bien, c'est inattendu, Chloé. Mais c'est une très, très bonne idée. Tu vois, quand tu veux, tu peux être raisonnable. » « Bien sûr, ma chérie. Dimanche, c'est parfait. » Elle avait mordu à l'hameçon, avec l'hameçon, la ligne et le flotteur.
La nouvelle de mon « repentir » s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre, et leur arrogance, que je ne pensais pas pouvoir être plus grande, a atteint des sommets. Le soir même, j'ai reçu un SMS de mon frère Antoine. Un chef-d'œuvre de condescendance, j'ai entendu dire que tu allais enfin t'excuser. Il était temps. Mieux vaut tard que jamais. Je n'ai pas répondu. J'ai lu le message, j'ai senti la colère monter, puis je l'ai laissé redescendre. Je l'ai laissé savourer sa petite victoire, ignorant que la défaite qui l'attendait serait monumentale et publique. Mais la confirmation ultime de leur état d'esprit, la preuve qu'ils étaient incapables de la moindre remise en question, est venue 3 jours plus tard, de la part de Sophie. Son cousin, qui habite dans le même village que ma tante Isabelle, la sœur et confidente de ma mère, avait surpris une conversation téléphonique alors qu'il était dans son jardin. Ma mère était au téléphone avec ma tante, et elle se délectait de la situation, sa voix portant dans l'air calme de l'après-midi. Sophie m'a rapporté ses paroles exactes, et chaque mot était un coup de poignard supplémentaire, mais aussi un renforcement de ma détermination. Je pense que la honte a fini par la rattraper, disait ma mère d'une voix dégoulinante de satisfaction. Elle a bien compris qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule, qu'elle a besoin de nous. Elle est fragile, notre Chloé. Elle va probablement encore nous demander de l'argent. J'ai entendu dire qu'elle avait fait des placements stupides, tu sais, avec ces monnaies virtuelles à la mode. Elle a tout perdu, la pauvre. C'est pour ça qu'elle revient en rampant. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Non seulement elle se réjouissait de ma supposée détresse, mais elle inventait des mensonges éhontés pour me discréditer davantage, pour me peindre comme une idiote irresponsable auprès de toute la famille. La manipulation psychologique était à son comble. Cette information a effacé la dernière once de doute ou de culpabilité que je pouvais encore ressentir. Ce n'était plus seulement une question de respect. C'était une question de survie, de reconquête de ma propre histoire, de ma propre dignité. Ils étaient tellement sûrs d'eux. Tellement convaincus que j'allais revenir en rampant, la queue entre les jambes, prête à mendier leur pardon et à ouvrir à nouveau mon portefeuille. Ils pensaient avoir gagné la partie. Le décor était planté pour notre dernier dîner de famille. La scène était prête, les acteurs étaient en place, chacun jouant le rôle que je leur avais assigné sans qu'ils le sachent. Ils ne se doutaient juste pas qu'ils n'étaient plus les personnages principaux de cette pièce. Le rôle principal, pour la toute première fois, c'était moi qui allais le tenir. Leur certitude de ma défaite était palpable. Mais comment réagiraient-ils en découvrant que le dîner de réconciliation était en réalité leur propre procès, et que j'étais à la fois le procureur, le juge et le jury? Le dimanche soir est arrivé, et avec lui, une atmosphère lourde et électrique. En conduisant vers la maison de mes parents, le classeur noir posé sur le siège passager, je me sentais étrangement calme. La peur et l'anxiété des jours précédents avaient laissé place à une sorte de clarté résolue. Je n'allais pas là-bas pour me battre, mais pour clore un chapitre. Le classeur était lourd, non pas de papier, mais de 5 années de vérité non dite, de sacrifices ignorés. J'ai délibérément apporté un repas complet du même traiteur italien que celui de la fête de mon père. Des lasagnes, des antipastis, un tiramisu. C'était un rappel subtil, une façon de boucler la boucle, un avant-goût de ce qui allait suivre. Quand je suis arrivée, ma mère n'avait, bien sûr, rien préparé. La table était mise avec le service du dimanche, mais la cuisine était impeccable, silencieuse. Elle m'a accueillie avec un sourire pincé, le sourire de quelqu'un qui s'attend à recevoir des excuses et qui savoure déjà sa victoire. « Chloé, entre. »« Ça sent très bon », a-t-elle dit, sans jamais mentionner que ce repas avait un coût. Le dîner était une mascarade surréaliste. Mon père, mon frère et ma sœur engageaient des conversations forcées et maladroites sur la pluie et le beau temps, sur le dernier match de l'Olympique lyonnais, sur des banalités sans conséquence. Le flot de leurs paroles s'écoulait autour de moi, m'évitant soigneusement, comme si j'étais un rocher invisible au milieu d'une rivière. Ils parlaient entre eux, riaient de blagues que je ne comprenais pas, créant une bulle d'exclusion dont j'étais le centre silencieux. Je n'ai presque pas touché à mon assiette. Mon estomac était noué, mais ce n'était pas de peur. C'était d'anticipation. Je sentais le poids du classeur dans mon sac, posé contre ma cheville, un rappel constant et rassurant de la force que j'avais apportée avec moi.
Si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être invisible au milieu de votre propre famille, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est une douleur solitaire, et savoir que d'autres la comprennent peut faire une énorme différence. Et croyez-moi, ce qui va suivre en valait la peine. Après un long et pesant silence, une fois les assiettes à dessert terminées, mon père s'est raclé la gorge. Il a posé ses couverts avec une précision étudiée, a essuyé sa bouche avec sa serviette, et a finalement levé les yeux vers moi, de l'autre côté de la table. Alors, Chloé, a-t-il commencé, sa voix un peu trop forte dans le silence soudain, comme s'il donnait le coup d'envoi officiel de la procédure. Ta mère a dit que tu avais une annonce à nous faire. Tous les regards se sont tournés vers moi. Léa a posé sa fourchette. Antoine s'est adossé à sa chaise, croisant les bras, un air de juge sur le visage. C'était le moment. J'ai pris une lente et profonde inspiration, rassemblant mes forces pour les mots à venir, les mots qui allaient tracer une ligne définitive dans le sable. Mais avant que je ne puisse parler, ma mère, comme toujours, a sauté sur l'occasion pour prendre le contrôle, pour définir le cadre de la conversation avant même qu'elle ne commence. Elle m'a regardé avec cette expression familière, un mélange de pitié condescendante et d'exaspération qui avait toujours eu le don de me faire sentir minuscule, inadéquate. J'espère sincèrement que ton annonce est une excuse pour ton comportement absolument déplorable à l'anniversaire de ton père, a-t-elle dit, sa voix tranchante, ne me laissant aucune place pour répondre, me mettant immédiatement en position d'accusé. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai simplement attendu, la laissant aller au bout de sa tirade. Je savais ce qui allait venir. C'était inévitable. Et puis, elle a prononcé à nouveau la phrase. La phrase qui avait tout commencé. La phrase qui allait maintenant tout finir. Elle l'a articulée lentement, en me fixant, savourant chaque syllabe, persuadée de son pouvoir absolu sur moi. Honnêtement, Chloé, avec cette attitude, tu ne mérites pas une place à cette table. Cette fois, ces mots n'ont pas eu l'effet d'une gifle. Ils n'ont pas provoqué de douleur. Ils ont eu l'effet d'un signal, d'un coup de pistolet de départ. Un étrange calme m'a envahi. La peur avait disparu, remplacée par une clarté absolue. Je savais exactement ce que je devais faire. Je savais que c'était la toute dernière fois que je la laisserais me définir, me diminuer, me dicter ma valeur. Le silence qui a suivi était lourd de leur attente. Ils attendaient mes larmes, mes excuses, ma soumission. Antoine avait même un petit sourire suffisant au coin des lèvres. Ils étaient tous prêts pour le spectacle de mon humiliation. Ils attendaient la Chloé qu'ils avaient toujours connue, celle qui courbe l'échine. Mais la femme qui allait se lever de cette chaise n'était plus la même. Qu'est-ce qui se passe quand la victime silencieuse trouve enfin sa voix, une voix armée de preuves irréfutables? Je les regardais droit dans les yeux, sans ciller. Un petit sourire, presque imperceptible, s'est dessiné sur mes lèvres. Ce simple sourire a eu l'air de la déstabiliser plus que n'importe quelle protestation. La confusion a remplacé la suffisance dans son regard. Lentement, délibérément, je me suis levée de ma chaise. Le grincement du bois sur le carrelage a été le seul son dans la pièce. Tu sais quoi, maman, ai-je dit, ma voix claire et stable, sans une once de tremblement. Elle résonnait dans le silence, nette et précise. Tu as raison. Leur visage affichait une confusion totale. Antoine a froncé les sourcils, son sourire suffisant s'effaçant. Mon père a regardé ma mère, l'air de lui demander ce qui se passait. Léa semblait juste perdue. J'ai contourné la table, mes pas feutrés sur le sol. Je suis allée jusqu'à mon sac, que j'avais stratégiquement posé près de l'entrée de la salle à manger. J'ai sorti le lourd classeur noir. Le poids du classeur dans ma main était rassurant, concret. Je suis revenue à la table et je l'ai posé au centre, juste à côté du plat de tiramisu à moitié entamé. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai posé avec un « tude » ferme et solide qui a fait sursauter tout le monde. Le son a semblé briser la tension et l'a remplacé par un nouveau sentiment, palpable, l'appréhension. J'ai ouvert le classeur au premier intercalaire, celui de couleur rouge, marqué « 2019 ». Je ne mérite pas cette place, ai-je répété, en balayant du regard leur visage perplexe. Mais avant de partir, et puisque nous sommes en pleine discussion sur ce que les gens méritent, parlons de qui a payé pour cette table. J'ai tourné le classeur vers eux et j'ai montré la première page plastifiée.
C'était une photocopie couleur de la facture du magasin Conforama pour leur ensemble de salles à manger, la table en chêne massif et les 6 chaises assorties. Le montant total était encerclé en rouge. En bas de la page, il y avait la copie de mon relevé de compte du mois correspondant, avec la ligne du débit par carte bancaire surlignée en jaune. Payé en totalité depuis mon compte chèque. La mâchoire de mon père est littéralement tombée. Ma mère a plissé les yeux, se penchant en avant comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Et ces chaises sur lesquelles vous êtes si confortablement assis, ai-je continué en tournant la page avec un geste lent, révélant une autre facture. Celle-là aussi. Je n'ai pas attendu leur réaction. J'ai commencé à tourner les pages, comme un avocat présentant ses pièces à conviction à un jury. Ma voix ne faiblissait pas, au contraire, elle devenait plus forte et plus assurée à chaque nouvelle preuve. Parlons du toit au-dessus de vos têtes. Vous vous souvenez de la grosse tempête de grêle il y a 3 ans, et des réparations urgentes de la toiture que l'assurance ne couvrait pas entièrement? Voici la confirmation du virement de 5 000 € que j'ai fait directement à l'entreprise de couverture. Le mémo dit, pour la toiture. Bisous. Point. Page suivante. Parlons de la nourriture qui apparaît comme par magie dans votre réfrigérateur et vos placards chaque semaine. Voici 1 an de relevé de mes commandes en ligne sur le site de Carrefour, avec votre adresse de livraison. En moyenne, 200 € par mois. Faites le calcul. Le visage de ma mère passait de la confusion à l'incrédulité, puis à une pâleur maladive. Léa fixait les papiers, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Parlons de la nouvelle télévision 4K dans le salon, celle devant laquelle vous passez vos soirées. Mon cadeau de Noël de l'année dernière. Voici le reçu de la Fnac. Page suivante. Parlons de l'assurance de ta voiture, Antoine. Ta belle Peugeot 3008. Voici les prélèvements mensuels de la Maïf qui sortent de mon compte depuis 2 ans, parce que tu disais que tu étais un peu juste après ton crédit auto. Le sourire suffisant d'Antoine avait complètement disparu, remplacé par une expression de pure horreur. Il ne pouvait plus me regarder en face. Il fixait la nappe, comme si elle était soudainement devenue la chose la plus intéressante au monde. Mon père, lui, fixait les papiers, ses mains commençaient à trembler visiblement. Chaque page était un coup. Chaque reçu était une accusation silencieuse. Chaque relevé bancaire était un clou que j'enfonçais dans le cercueil de leurs mensonges et de leur déni. Leur monde confortable, leur façade de respectabilité, tout ce qu'ils prenaient pour acquis, était construit sur mes sacrifices silencieux. Et maintenant, les fondations étaient exposées au grand jour, en noir et blanc. Et je n'avais pas encore fini. Le choc était visible sur leurs visages, une onde de choc qui se propageait autour de la table. Mais le déni pouvait-il encore l'emporter? Il restait une dernière pièce à conviction, la plus personnelle, la plus dévastatrice de toutes. Je suis arrivée à la section de Léa, marquée d'un intercalaire rose. Je me suis tournée vers elle. Elle me regardait avec des yeux remplis d'une panique naissante, comme un animal pris au piège. Elle commençait à comprendre. « Et ta robe de mariée, Léa ?» ai-je dit doucement, mais chaque mot portait un poids immense, chaque syllabe était chargée d'une signification douloureuse. La robe de tes rêves, celle à 4 000 €, celle qui était parfaite. La moitié de ce rêve, la moitié de ce tissu et de ces perles, c'est moi qui l'ai financé. J'ai fait glisser la confirmation de virement de 2 000 € sur la table, juste devant son assiette à dessert. Le papier a atterri avec un léger bruissement, mais dans le silence de la pièce, il a eu l'effet d'une détonation. Elle a eu un hoquet, un petit son étranglé, comme si on venait de lui couper le souffle. Des larmes ont commencé à perler au coin de ses yeux. C'est à ce moment-là qu'Antoine, acculé, a tenté une dernière et pathétique contre-attaque. Il a dû sentir le sol se dérober sous ses pieds et, dans un réflexe de survie, a essayé de s'accrocher à n'importe quoi pour sauver la face. L'argent pour mon assurance, c'était un cadeau, a-t-il craché, le visage rouge de honte et de colère. Sa voix était rauque. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tu as toujours voulu tout contrôler avec ton argent. Tu nous fais du chantage. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié froide. C'était si prévisible. J'avais anticipé cette défense. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert ma conversation avec lui.
J'avais mis le message en favori. Un cadeau, ai-je demandé calmement, en levant les yeux de mon écran pour le fixer. Alors tu considères ce message, envoyé le 5 mars à 23h17, comme une demande de cadeau? Je cite, Chloé, je suis dans la merde. Mon assurance auto. Si je ne paie pas l'arriéré avant la fin de la semaine, il résilie mon contrat et je ne peux plus aller au travail. Je vais me faire virer. Maman et papa ne peuvent pas m'aider ce mois-ci. Tu es mon seul espoir. S'il te plaît, je te rembourserai, c'est promis. J'ai levé les yeux vers lui. Je n'ai jamais vu la couleur de ce remboursement, Antoine. Veux-tu que je lise la suite de nos échanges à voix haute, devant tout le monde? Antoine est devenu blême, puis livide. Il a secoué la tête, un mouvement presque imperceptible, incapable de soutenir mon regard. Il a baissé la tête, fixant ses mains tremblantes posées sur la table. Il était vaincu, publiquement et totalement. Le silence est revenu, plus lourd et plus suffocant que jamais. Il n'y avait plus de confusion, plus d'incrédulité. Juste la réalité brute, laide et irréfutable, étalée sur leur belle table en chêne. J'ai enfin atteint la toute dernière page du classeur. Ce n'était pas une facture ou un relevé. C'était une simple feuille de calcul que Sophie m'avait aidé à préparer, imprimée en grand. Une page de résumé, claire et nette. En haut, en grosses lettres, il y avait marqué « Total des contributions financières de Chloé à la famille, 2019 à 2024 ». Et en bas de la longue colonne de chiffres, une case était surlignée en jaune vif, un jaune presque fluorescent. Au cours des 5 dernières années, ai-je annoncé, ma voix portant dans le silence de mort, chaque mot se détachant clairement, le total de mon aide, de mes petits gestes, de mes contributions, s'élève 47 250 €. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. 47 250 €. Le prix de leur confort. Le prix de leur tranquillité d'esprit. Le prix de mon effacement. J'ai fermé le classeur. Le « clac » sec du mécanisme a semblé être le son le plus fort du monde. J'ai levé les yeux et j'ai regardé ma mère, la femme qui avait commencé cette soirée en me déclarant indigne. Son visage était une toile de choc et de « rien ». Un vide absolu. Elle était à court de mots, à court de pouvoir, à court de mépris. Elle me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps de prononcer les dernières paroles, celles que j'avais répétées dans ma tête des centaines de fois, celles qui allaient enfin me libérer. C'était la conclusion de mon procès, ma sentence finale. Leur silence était ma victoire. Mais que dit-on à des gens qui vous ont tout pris, quand vous leur montrez enfin la facture de votre propre existence? Ma voix, quand elle est sortie, était basse, presque un murmure, mais elle portait une intensité qui a transpercé le silence de la pièce comme une lame. Je n'avais plus besoin de crier. La vérité criait pour moi depuis les pages du classeur. Alors, ai-je commencé, en regardant chacun d'entre eux, un par un, en m'assurant de croiser leurs regards. Mon père, qui fixait le classeur comme s'il contenait un serpent venimeux. Mon frère, qui regardait ses mains, complètement anéanties. Ma sœur, dont les yeux brillaient de larmes de honte non versées. Et enfin, ma mère, dont le visage était figé dans une expression de stupeur totale. Si je ne mérite pas une place à cette table. J'ai fait une pause dramatique, laissant le poids de mes prochains mots s'installer, les laissant anticiper la chute. Alors j'ai besoin que vous arrêtiez de manger la nourriture que je paie, de vivre sous le toit que je répare, et de conduire les voitures que j'assure. Je me suis redressée, sentant une vague de force, une sensation de puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant, parcourir mes veines. En d'autres termes, ai-je conclu, chaque mot se détachant clairement, arrêtez de vivre à mes crochets. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. C'était la chose la plus stupéfiante. Pour la toute première fois de ma vie, ma famille n'avait absolument rien à dire. Leur masque de suffisance, de supériorité morale, de dédain, était tombé, brisé en 1000 morceaux au sol. Le roi était nu, et toute sa cour avec lui. Il n'y avait plus de public à impressionner, plus de justifications à donner, seulement la vérité crue et les visages défaits de ceux qui avaient été exposés dans leur hypocrisie la plus totale. Je n'ai pas attendu leurs excuses. J'ai su, à cet instant, qu'elles ne viendraient pas. Ou si elles venaient, elles seraient vides, intéressées,
une autre forme de manipulation pour essayer de me faire revenir dans le rang, de réparer leur source de revenus. Je n'ai pas attendu les cris, les larmes, les accusations de trahison. Je n'en avais plus besoin. Mon but n'était pas de les faire souffrir, ni même de les faire changer. Mon but était de me libérer. Et j'avais réussi. Simplement, silencieusement, j'ai ramassé mon sac à main sur la chaise où je l'avais laissé. J'ai hésité une fraction de seconde, puis j'ai aussi repris le classeur noir. C'était mon histoire, ma vérité, le témoignage de mes sacrifices. Je ne la leur laisserai pas pour qu'ils la détruisent ou la nient plus tard. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, leur tournant le dos. Chaque pas était léger, comme si je flottais au-dessus du carrelage. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir leur visage une dernière fois. Leurs actions passées et la vérité étalée sur leur table à manger avaient dit tout ce qu'il y avait à dire. Quand j'ai posé la main sur la poignée de la porte d'entrée, j'ai entendu un son derrière moi. Un murmure. C'était la voix de mon père. Chloé. Je me suis arrêtée, sans me retourner. J'ai attendu. Attends. J'ai attendu encore quelques secondes. Le silence est revenu. Il n'avait rien d'autre à dire. Il n'y avait pas de « je suis désolé », pas de « pardonne-nous », pas de « comment avons-nous pu ». Juste. Attends. L'attente de quoi? Que je change d'avis? Que je revienne m'asseoir et que tout redevienne comme avant? J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. C'était comme une bouffée d'oxygène pur après avoir suffoqué dans une pièce sans air pendant des années. J'ai fait un pas à l'extérieur et j'ai fermé la porte derrière moi. Le clic sec du verrou a été le son le plus doux, le plus libérateur que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma liberté. Debout sur le seuil, sous le ciel étoilé, j'ai pris la plus profonde inspiration de ma vie. Un poids énorme, un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il était là, s'est soulevé de mes épaules. Le poids de leurs attentes, de leur mépris, de leur manque de respect, de leur existence même. Tout avait disparu. J'avais toujours pensé que le jour où je couperais les ponts serait le jour le plus triste de ma vie. J'avais peur de la solitude, du vide, du regret. Mais en fermant cette porte, je n'ai ressenti qu'une seule chose, une émotion pure et écrasante. Et ce sentiment a changé ma vie pour toujours. Le silence de ma famille ne me faisait plus mal. Il me libérait. Mais que fait-on de cette liberté nouvellement acquise, après avoir passé une vie entière dans une cage dorée que l'on a soi-même financée? Ce sentiment, c'était la paix. Une paix profonde, totale, presque vertigineuse, que je n'avais jamais connue. En marchant vers ma vieille Clio garée dans la rue, le classeur noir serré contre ma poitrine comme un bouclier, j'ai compris que je n'étais pas une fille qui abandonnait sa famille. J'étais une femme qui reprenait possession de sa propre vie. La révélation a été aussi soudaine que brutale. Pendant toutes ces années, j'avais dépensé mon argent durement gagné, mon temps précieux et mon énergie émotionnelle à essayer d'acheter leur amour et leur respect. Mais c'était une monnaie qu'ils ne valoriseraient jamais. Pour eux, mon amour était un acquis, une évidence, et mon argent était un dû, une ressource inépuisable. La nuit de ce dîner, ils ne m'ont pas seulement perdu, moi, Chloé, leur fille et leur sœur. Ils ont perdu leur pilier, leur filet de sécurité, leur source de revenus cachés. Ils ont perdu la personne qui réparait silencieusement les fissures de leur existence. Et moi, dans cette perte, je me suis retrouvée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai attendu. Une partie de moi, la vieille Chloé, s'attendait à un barrage de messages, d'appels, de tentatives de contact. Mais il n'y a rien eu. Le silence. Un silence qui, cette fois, ne me blessait pas, mais confirmait ma décision. J'ai pris les devants. J'ai bloqué leurs numéros de téléphone, un par un. Mère. Père. Antoine. Léa. Chaque blocage était un petit acte de libération. Je n'ai pas répondu aux quelques messages de membres de la famille plus éloignés, probablement envoyés en éclaireur, qui tentaient une médiation maladroite. C'est une dispute de famille, ça va s'arranger, disait-il. Ils ne comprenaient pas. Il n'y avait rien à négocier. La transaction était terminée. Les premières semaines ont été étranges, déstabilisantes. Mon corps et mon esprit étaient habitués à un état de tension constant, à anticiper le prochain besoin,
la prochaine crise. Le calme était presque assourdissant. Et puis, j'ai commencé à remarquer les changements. J'avais plus d'argent sur mon compte à la fin du mois, beaucoup plus. Pour la première fois, je n'étais pas « juste ». J'avais une marge de manœuvre. J'avais plus de temps pour moi, un temps qui n'était plus cannibalisé par leurs drames. J'ai commencé par de petites choses, des actes de rébellion silencieux contre mon ancienne vie. Je me suis acheté de nouveaux vêtements, pas seulement des blouses d'uniforme ou des jeans pratiques. Je me suis offert une jolie robe, juste pour le plaisir. Je suis allé au restaurant avec Sophie, dans un endroit chic, et j'ai commandé ce que je voulais sans regarder la colonne de droite du menu. J'ai pleuré un peu ce soir-là, non pas de tristesse, mais de soulagement. Je me suis inscrite à un cours de poterie le samedi matin, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais le temps. Le contact de l'argile sous mes doigts, le fait de créer quelque chose de mes propres mains, pour moi seule, était incroyablement thérapeutique. Chaque petite action était une affirmation de ma nouvelle vie, une vie où mes besoins et mes désirs comptaient. Mon travail à l'EHPAD a pris une nouvelle signification. L'empathie et la compassion que je donnais si généreusement à mes résidents, je commençais enfin à me les accorder à moi-même. J'ai réalisé que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, celle dans laquelle on est. C'est celle que l'on choisit, celle qui nous choisit en retour. C'est une amie comme Sophie qui vous regarde avec du feu dans les yeux et vous dit la vérité, même quand elle est difficile à entendre. C'est une communauté de collègues qui vous soutiennent après une journée difficile. Ce sont les sourires reconnaissants des personnes âgées dont vous vous occupez, qui vous voient pour ce que vous êtes, une personne de valeur. Je sais que mon histoire peut paraître extrême. Mais je sais aussi que les dynamiques familiales toxiques, la manipulation financière et le manque de reconnaissance sont des blessures invisibles que beaucoup de gens, peut-être même certains d'entre vous qui m'écoutez, portent en silence. On nous apprend que la famille est sacrée, que nous devons tout endurer par devoir ou par amour. Mais j'ai appris à mes dépens que l'amour ne doit jamais être une transaction à sens unique. Le respect ne s'achète pas, il se mérite. Et parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire est de s'aimer assez soi-même pour partir. Aujourd'hui, je suis libre. Je ne suis plus définie par leur jugement ou leur déception. Je suis définie par ma force, ma résilience, et ma capacité à avoir choisi de me sauver moi-même. Si vous avez déjà dû vous défendre et tracer une ligne dans le sable avec votre famille, pour protéger votre santé mentale, votre bien-être financier ou simplement votre dignité, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre histoire mérite d'être entendue. Si vous vous sentez à l'aise, partagez une partie de votre expérience avec notre communauté dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre chemin vers la libération. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible, merci de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour que nous puissions continuer à partager ces moments importants. Ensemble, nos voix portent plus loin. Merci de m'avoir écouté.